Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver sur abidjan.net, votre portail, pour cet entretien avec une personnalité. Il est spécialiste en génie informatique. Avec lui, nous parlerons des nouvelles tendances en matière de technologie, de l'impact d'Internet en Afrique et également de son parcours lui-même qui occupe en ce moment le poste de Global Strategic Relation Manager au sein de la prestigieuse entreprise américaine de fabrication de microprocesseurs Intel. Monsieur Fall Diabaté, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Alors, je rappelle que vous êtes ivoirien et que vous avez depuis un moment quitté la Côte d'Ivoire pour vous séjourner aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de la Côte d'Ivoire, de tout le pleu, précisément, aux États-Unis aujourd'hui? Ok, bien, merci bien le frère Moussou. Effectivement, je suis ivoirien, né dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des parents Mao. Vous savez que nous, on est nomades là, right? So, mes parents étaient à tout le pleu où je suis né. On a déménagé à Divo où j'ai fait l'école primaire. Et j'ai fait l'école secondaire au lycée classique ici à Abidjan. Là. Et puis mon premier cycle à l'université de Côte d'Ivoire avant d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai étudié Computer Engineering et j'ai fait aussi un MBA, un Master of Business Administration, pendant que je travaille avec Intel. Bon, avant de parler un peu d'Intel et ce que je fais là-bas, je vais faire ce qu'on appelle en anglais disclaimer, a legal disclaimer pour enlever les avocats d'Intel qui vont sûrement voir ce truc-là sur mon dos. Et ça veut dire que cette interview que je fais, elle vient de moi-même. Ce n'est pas une interview officielle qui a été déléguée par Intel. Je le fais de moi-même parce que la Côte d'Ivoire est mon pays et tout. Et je vais échanger avec mes frères et sœurs qui sont en informatique ou bien qui font business à propos de ça. Et l'objectif, c'est de voir si ça peut inspirer les jeunes voilà, à s'y imprégner davantage, à continuer à avoir beaucoup de hope, d'espoir, et puis continuer. Voilà, that's what it is. Alors, on y est, vous avez parlé de votre entreprise, vous êtes dédouané auprès de ces avocats. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Intel est le plus grand fabricant mondial de microprocesseurs, de microprocesseurs, qui est en fait le cœur de tout ce qui fait la computation. Toutes les machines qui font la computation aujourd'hui utilisent un microprocesseur. Et Intel est le développeur global mondial de cette technologie. Right? So, on a nos éléments un peu pratiquement dans tout. Dans les data centers, on a une stratégie qu'on appelle end-to-end, qui commence par les data centers qui sont un peu comme des farms of servers où tu as beaucoup de serveurs qui sont dans un coin, en passant par les microprocesseurs, les micros, les portables, les tablettes et aussi les smartphones. Et dans tous ces circuits-là, nos processeurs sont dedans. So dans le data center, on a environ 95% du marché. Dans les tablettes, comment on appelle, les laptops et tout ça, hein, on a roughly about 85%, right, 85% or so. En quoi consiste votre job personnellement au sein de cette entreprise? Ok, so à Intel, j'ai occupé beaucoup de fonctions. J'ai commencé d'abord comme software engineer, qui est un peu comme un programmeur et tout ça, jusqu'à quand je suis sorti de l'université à Utah. J'ai commencé comme ça. Et j'ai fait d'autres projets, d'autres boulots encore qui sont reliés à business development, mais qui est relié à la technologie, à la liaison entre business touch technology, comment on fait, et puis comment on fait de telle sorte que ces choses se développent, les produits se développent. Aujourd'hui, le poste que j'occupe, c'est un Global Strategic Relationship Manager, qui veut dire que je m'occupe personnellement d'une seule compagnie qui est un client privilégié d'Intel sur le plan mondial. So, c'est une compagnie qui a une expertise dans les sources libres qu'on appelle Red Hat. Une partie de mon boulot, c'est de faire de telle sorte que nos relations sur le plan technologique restent toujours au top. Tous les ingrédients qu'on met dans le microprocesseur sont exposés par cette compagnie pour que tous les utilisateurs dans chaque domaine, dans télécommunications, dans manufacturing, dans
oil and gas, pétrolier, dans la transportation, les aviations et tout. Ces produits-là sont exposés à ces clients qui sont les nôtres dans le banking, dans les banques, tout ça c'est exposé. Donc mon boulot c'est de faire de telle sorte que tout ce qu'on met dans le processeur, au moins 90% de ça soit exposé à ces personnes. Si cette compagnie que je couvre ne met seulement que 10% ou même 50%, j'ai échoué mon boulot. Voilà. Alors, on a évoqué tout à l'heure votre entreprise, elle est située dans la Silicon Valley. Right. Pour beaucoup de jeunes africains, c'est un rêve d'y aller. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'univers de la Silicon Valley, l'atmosphère de travail Ok, bien sûr. Silicon Valley, c'est un nom qui a été donné à une région aux environs un peu au sud de San Francisco. Saint-José, un peu comme un peu la base, il y a Santa Clara et d'autres petites villes qui sont aux environs. C'est en fait, c'est tout un système qui est que il y a d'abord les grandes écoles comme Stanford University et puis d'autres écoles que je ne vais pas mentionner, Stanford en particulier, qui produisent des ingénieurs. Il y a aussi un autre grand élément qui est aussi important qui sont les gens, des financiers qu'on appelle venture capitalists. C'est les gens qui investissent qui prennent beaucoup de risques avec les jeunes, qui viennent à une idée, qui leur donnent leur argent, et puis voir si la compagnie va prospérer. Intel a été conçu comme ça, HP, qu'on appelle HP, a été conçu comme ça, Google a été conçu comme ça, Apple a été, je peux aller on and on and on and on, right? Et donc il y a ça. Il y a les universités qui produisent, il y a les jeunes qui sont entrepreneurs, il y a aussi business people qui vont mettre leur argent. Il y a aussi un autre groupe de personnes qui ont fait MBA et tout ça, là, qui vont faire le commercial, de voir comment on va expandre ces produits-là dans différents pays dans le monde et tout ça. C'est tout ce système qui fait Silicon Valley. Si un élément manque, c'est pas Silicon Valley. Right? Bon, il y a aussi les lois américaines qui favorisent ça en diminuant les taxes au grand maximum pour les compagnies qui viennent de naître. On ne va pas leur demander d'avoir un siège spécifique physique. Beaucoup de ces compagnies ont commencé dans des garages, comment on appelle, à Mimosa, c'est quoi? C'est dans les dortoirs. Il y a dans les dortoirs, là, voilà. Comment ça va? Et c'est son siège, il commence. Et quand ça augmente maintenant, quand les venture capitalists mettent leur argent, qu'ils ont la capacité de prendre un truc physique, ils vont là-bas. Donc c'est tout un système. C'est tout un système. Et toutes les grandes compagnies, comme je le disais au départ, sont venues de ça. Et vous, est-ce que vous avez déjà rencontré un Ivoirien ou des Africains? Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas une rareté, hein, je veux le dire. Il y a plein d'Africains qui travaillent à Silicon Valley, beaucoup de Nigériens, from Nigeria, beaucoup de personnes de South Africa, blancs comme noirs, right? Vous allez voir par exemple que la compagnie qu'on appelle Canonical, qui elle est basée en Angleterre, mais qui fait Ubuntu, a été créée par un Sud-Africain qui est basé là-bas. You know, il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup d'Africains en général, il y a aussi certains frères Ivoiriens qui vont s'asseoir. Avec tous ces Africains qui sont en ce moment à la Silicon Valley, est-ce qu'on peut rêver ou espérer un jour que l'Afrique contribue au développement de la technologie, vu qu'aujourd'hui nous sommes des grands consommateurs en matière de technologie? Est-ce qu'avec ces têtes pensantes africaines qui sont à la Silicon Valley, on peut espérer un jour que l'Afrique contribue au développement des technologies? Mais bien sûr. En fait, l'Afrique, les Africains d'origine comme moi et comme tous d'autres groupes là, participent d'une manière ou d'une autre au développement de la technologie sur le plan mondial. Maintenant, peut-être la question serait que comment est-ce qu'appliquer ça à l'Afrique, qui est notre continent d'origine? Vous avez déjà une idée? J'ai beaucoup d'idées dessus. En fait, il y a eu beaucoup de révolutions qui sont passées, qui sont basées sur des innovations pour permettre à l'être humain d'avoir une bonne vie, une vie meilleure que les ancêtres d'avant et tout. Right? Je fais par exemple allusion à la révolution industrielle. Right? Et quand ça s'est passé, l'Afrique ne pouvait pas participer d'une manière égale avec England, par exemple, avec l'Angleterre ou bien avec la France ou bien avec une Amérique. Les grandes puissances industrielles. Les grandes puissances industrielles. Parce qu'il fallait des usines, il fallait voir comment travailler les fer, l'énergie et tout ça qui fait beaucoup d'argent. We couldn't do it.
Mais on est dans une révolution maintenant qui est une révolution tertiaire, qui est une révolution informatique, qui est un peu comme une démocratie. Et tout le monde qui se trouve n'importe où, à Dabou, Tengrela, Touba, anywhere, ou bien en Finlande, ou any place, peut participer. But il y a toujours le bat c'est que le mais est relié au fait que il faudra qu'il y ait accès à Internet. Right? So, les autorités de la Côte d'Ivoire, si j'avais un message, c'est de faire de telle sorte que l'Université de Côte d'Ivoire doit avoir accès à... Tous les étudiants doivent avoir free Internet access. Internet accès Wi-Fi gratuit. Toutes les grandes écoles, quand tu passes le bac, l'autre où tu vas, c'est quoi? C'est une grande école? Une grande école ou l'université? Voilà, l'université. Toutes les écoles PG, que j'ai vu les noms quand je me promenais au plateau, all of those schools, ils doivent avoir free Internet access. C'est une base. C'est une base. C'est un investissement. On va voir peut-être que ça a un coût à l'école et tout ça, mais c'est un investissement. C'est un investissement qui va permettre aux jeunes frères et sœurs qui vont à ces écoles-là d'innover. Pas forcément faire l'argent, mais d'innover, de savoir ce que c'est, de savoir comment on fabrique ce truc-là, de savoir que je vais m'orienter à développement de mode. Où sont les couturiers, comment ils font et tout ça, de savoir tout ça et de s'apprêter en conséquence. Ça peut être aussi une base pour aider à créer, je ne vais pas dire Silicon Valley parce qu'il n'y a pas de... Le silicon là c'est le sable en fait, c'est un élément qui est dans le sable. Donc on plaisante souvent à Intel pour dire on fait l'argent à partir du sable. Bon, on peut le nommer n'importe comment ici, mais garder le système qui est attribuable ici. Again, la clé c'est Internet Access, y compris l'accès dans les maisons ou dans les entreprises. Côte d'Ivoire Télécom ou anybody qui donne accès aux gens doivent travailler avec l'État d'une manière ou d'une autre pour baisser ses coûts. C'est un investissement comme on investit pour ne pas que Ebola vienne en Côte d'Ivoire pour protéger les Ivoiriens ou anything. C'est exact le same. Ou bien quand les militaires grattent le pays, c'est exact le same thing. Ce développement de telle sorte que les gens aient accès à Internet est vital pour le futur du pays, le futur du continent. L'accès à Internet en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général est encore très difficile. Yeah. Et le coût est encore très élevé. Right. Est-ce que ce n'est pas un problème déjà avant de la vulgarisation? Oui. Comment réduire ces coûts? Comment améliorer le débit d'Internet en Afrique? Right. Bon, je ne vais pas m'imposer un advice, donner cheap advice to les autorités du pays, tout ça, mais je vais seulement dire qu'il y a beaucoup de manières de le faire. On peut s'inspirer de l'exemple de Singapour, que j'ai visité il n'y a pas longtemps. On peut s'inspirer de l'exemple de Corée. C'est ça, la Corée. Là. Voilà, on peut s'inspirer de ces exemples. Les États-Unis ne sont pas exactement, l'exemple peut-être à suivre dans ce, parce qu'on n'est pas les premiers. Les United States sont les premiers à la pénétration et ça. Mais les pays que j'ai mentionnés, qui étaient relativement au même niveau que la Côte d'Ivoire quand on devenait l'indépendance, ont eu un circuit. On peut baisser les taxes, whatever we have to do it. It just has to be done. On parle de vulgariser également la fibre optique qui va améliorer le débit, le débit de l'Internet en Afrique. Est-ce que ça va régler également le problème de coût? Ça va, well, actually peut-être ça va, comme on dit là, it's gonna be worse before it becomes better. Ça va peut-être, parce que ça c'est déjà un investissement. Avant ça il y avait le cuivre là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on change le cuivre. Donc si Côte d'Ivoire Télécom avait les fibres, le cuivre avant là, le câble, il faut maintenant enlever et puis réinvestir. Donc c'est un coût pour eux. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que le gouvernement ivoirien peut investir? Bon, le gouvernement ivoirien ne peut pas tout faire, comme tout gouvernement ne peut pas tout faire, tu vois, non? Donc il va falloir un partenariat public-private. Le gouvernement doit s'associer avec des personnes qui veulent investir, pas donner. Je n'aime pas trop les dons, donnez-nous là. Ils investissent, ils ont leur retour based on l'investment that they making. Et ça c'est au gouvernement de lui régler ça. Mais pour revenir un peu au truc du coût là, ça va devenir worse parce que ces compagnies vont dire il faut qu'on récupère notre coût, right? Et en travaillant le gouvernement, ce qu'il peut peut-être faire, c'est de voir s'il y a des réductions au niveau des taxes qu'ils font pour pouvoir récupérer de telle sorte qu'il y ait
a way of making sure that everybody have access to. Mais c'est un grand début pour créer l'infrastructure. Comme on construit les routes, là, j'ai vu beaucoup de nouvelles routes et ponts qui se trouvent là, que le transport urbain peut se faire. The same way for Internet. Pour que ça se passe là, il faudra une infrastructure. Et le backbone de Internet, c'est sur fiber optic, c'est sur la fibre optique. Et donc, c'est un grand début. Le début final, c'est le Wi-Fi. Là. Il y a beaucoup d'étapes au milieu, les routers qui doivent être aussi performants, avec qui acheter, avec Huawei ou bien avec Cisco, tout ça c'est in between. Mais le dernier, comme on dit au pays, le dernier Qatar, hein, c'est le Wi-Fi. Là. Et tous les jeunes doivent avoir accès à ça. C'est pas un droit, moi je trouve que si on veut que le pays participe à cette révolution-là, ça doit se faire. Ça doit se faire. Il n'y a pas de manière autour. Là. Ça doit se faire. On a parlé tout à l'heure de la fibre optique. Il y a également des noms ou des concepts en informatique que beaucoup aimeraient connaître mieux. Par exemple, qu'est-ce qu'un logiciel? Qu'est-ce qu'un serveur? Et est-ce que vous pouvez nous donner un petit éclairci sur ces deux thèmes? Bien sûr, bien sûr. Comme je le disais au départ, on prend le SAP, Intel, on prend le SAP, on insère silicone, on insère le silicone qui est un élément sur la table, comme chemical table, là, le periodic table. Là. Et cet élément, on fabrique le microprocesseur. Quand on fabrique le microprocesseur, on le vend à certaines compagnies qu'on appelle OEM, qui sont HP, Dell, Lenovo, et so on. Et maintenant, ils créent des machines. Les machines, dans le temps, dans les années 50, en informatique, c'était ce qu'on appelle mainframe, qui peut prendre tout un building pour une machine qui n'a pas trop de puissance aujourd'hui, quand on fait comparativement, right? Et des mainframes, on allait au mini, des mini, on allait au PC, des PC, on allait au laptop, et des laptops, on allait aux tablettes, des tablettes, maintenant on peut tout faire avec le smartphone, right? Voilà. Donc, tout ça, c'est des hardware, c'est ce qu'on appelle hardware. C'est physique, là, voilà. Et maintenant, toutes les technologies qui sont dans from mainframe jusqu'au smartphone, pour que l'utilisateur commun voit comment travailler tout ça, il faut des logiciels pour ça. Et il y a différents levels de logiciels. Le plus important, le plus important qui va faire l'abstraction de ces technologies en bas, c'est ce qu'on appelle operating system, système opérationnel. Un des plus connus du monde, c'est Microsoft Windows. Mais il y a beaucoup d'autres. Il y a Apple iOS, il y a Android dans les autres trucs là. Il y a aussi le système open source avec Ubuntu, Red Hat, SUSE and so on and so forth, right? Et donc ça c'est le système opérationnel qui expose. Maintenant au-dessus de ça c'est des layers, c'est comme un escalier, quoi, right? Il y a aussi un autre niveau, après maintenant le operating system, il y a aussi un certain nombre de layers qui fait partie des tendances que je vais mentionner après, si vous avez besoin de parler, qui font d'autres attractions et que quelqu'un peut construire une application de gestion à partir de SAP, SAP ou bien avec Oracle, ou bien avec SAS, ou bien SAP, et so on and so forth. Voilà. À propos des serveurs, pourquoi les grandes firmes choisissent d'installer leurs serveurs dans tel ou tel pays et quels en sont les avantages? Ok. D'abord, je vais faire une petite clarification au niveau des serveurs. Dans le temps, c'est comme ça, c'était quand on n'était pas encore né, mais je vais dire, even jusqu'au début des années 90, la majorité des serveurs, s'il y a une banque, elle a tout son serveur il y a une maison où il y a tous les serveurs. Et toutes les transactions se font, ressources humaines, finances, comptabilité, nouveaux produits sont basés à ce truc qui existe dans la maison. Bon, il y a certaines innovations qui ont fait maintenant des tests qu'on a mis un peu dans nos produits, que nos concurrents aussi ont fait la même chose, right? Qui fait des tests maintenant qu'on n'a really pas besoin d'avoir une maison bourrée de machines pour really faire ça. Il y a une prolifération qui est reliée à une première tendance qu'on appelle virtualization. La virtualisation des serveurs. C'est une manière, une technologie que je vais expliquer en termes simples le système opérationnel dont on avait parlé au départ,
fool, comment on dit, fool somebody, qui trompe un peu, qui blague le fait qui est en bas pour lui croire que c'est lui seul qui utilise, alors qu'il peut y avoir 5 différents qui utilisent la virtualisation. Après, maintenant, il y a eu cloud computing, comme le nuage, comme on dit en français. Là. Et, maintenant, avec ça, ce qui est en bas, là, puisque il pense que c'est lui seul qui utilise, tu peux l'envoyer n'importe où. S'il y a un point sécurisé ici en Côte d'Ivoire, Bouna or anywhere, Tengrila or someplace, tu peux mettre ça là, bien sécurisé. Le mec qui utilise son smartphone, qui a accès à Internet, lui il peut penser que le truc est en Finlande, mais le truc se trouve à Dabou, right? And then you work avec tout le smartphone là qui va trouver. Mais again, tout ça passe par le fait qu'il y ait Internet access. Tu dois avoir accès à Internet. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur le Wi-Fi, les histoires. Ouais. Alors, parlant de Wi-Fi, on va aborder la question maintenant des grandes tendances technologiques du moment. Ok. Où en sommes-nous? Ok, so il y a beaucoup de grandes tendances. D'abord, je vais parler au niveau des serveurs, comme on a dit, de computing and so on. Il y a virtualization là, que j'avais dit, là, qui est le hardware ici, le système opérationnel. Non, il y a une couche qui trompe de telle sorte que tu peux avoir plus d'un système opérationnel d'une manière verticale. Tu as 1, 2, 3, 4, tu peux avoir. Right? Ça, c'est virtualization. Qu'est-ce que tu virtualises? Tu virtualises le hardware qui est en bas, les ressources qui sont en bas, le storage, le truc pour faire computing, le truc pour faire le réseau. Tu virtualises tout ça. Right? Ça, c'est une des tendances qui avance aujourd'hui. Une autre tendance aussi qui va au-dessus de ça, c'est le cloud computing que j'avais mentionné là. Et avec cloud computing, il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui est faite avec les compagnies qui existent depuis un moment, comme Microsoft et tout, qui ont leur truc. Il y a aussi d'autres compagnies qu'on appelle VMware qui existent aussi, qui ont leur truc. Et il y a une tendance open source, avec les compagnies comme Red Hat, SUSE, ou bien Canonical, ou bien HP, qui ont leur tendance de cloud computing avec ce qu'on appelle OpenStack, qui fait la virtualisation des ressources en bas. Une autre tendance aussi, je crois que je vais dire, la troisième tendance, c'est Big Data. Big Data veut dire quoi? Veut dire grand data. Data, c'est quoi? Données. Data, ouais. Voilà, grand data, right? Qui veut dire quoi? Qui veut dire que il y a beaucoup d'informations qui passent sur Internet aujourd'hui. Il y a beaucoup de Facebook, il y a presque 1 billion people sur Facebook aujourd'hui. Qui échangent des trucs, je suis allé acheter ce truc, qu'est-ce que tu peux acheter aussi? Je suis allé à la plage, mes enfants, machin, tout ça. All of those qui sont des données qui sont là. C'est des informations brutes. Twitter aussi, another one, où il y a plein de trucs. Donc je vais dire, tous ces trucs qu'on appelle social media, il y a beaucoup de data qui viennent de ça. Il y a aussi des data qui viennent de machine à machine. Comment remote control ce truc, il y a plein de raw data qui sont là, que celui qui veut faire l'argent, c'est pour aussi faire l'argent. Ça communique les gens, mais c'est pour faire l'argent. Mais comment tu as fait l'argent sur ces trucs-là? Quand on log sur Google, par exemple, tout ce qu'on fait est enregistré. Voilà. Et quand on clique sur un site, si moi, venant en Côte d'Ivoire, que je mets à Sini, je cherche, Google sait que ce mec qui va à Abidjan, il va sûrement aller à Sini. Il va aller sûrement manger dans le maquis. Si il y a un truc de maquis, de madame, je ne sais pas qui, là-bas que je clique, sûrement il va aller regarder le truc de maquis de madame. Truc. Donc, des publicités vont venir qui sont reliées à ça. Ils ne savent pas vraiment quand je vais aller ou anything, mais ils peuvent assumer. Tous ces détails sont pris en truc là, et puis filtrés de faire de ça un sens. Analytique. Analyse ça et puis voir. Voilà. Ça, c'est Big Data. Une autre partie de Big Data aussi, c'est de voir. Il y a beaucoup de pluie à Abidjan dernièrement là, qui prennent les maisons et tout ça. Il faut des machines pour lui d'étudier la météo pour voir dans 5 ans où c'est. Est-ce que la plage va prendre vidé? Je ne le souhaite pas. Right? Comment faire ça pour éviter ça? Comment mettre des barrières? Tu vois, la météo par exemple. Ou bien sur la bourse. Chaque tic fait de l'argent. Comment faire de telle sorte que tu as un avantage sur ces choses-là? Tous ces data, ces big data, analyser ces data pour faire ça et business sense.
big tendance aujourd'hui. On n'a même pas encore parlé de healthcare dans les hôpitaux. Comment faire en sorte qu'une médecine vienne, parce que la médecine aujourd'hui, là, c'est, tu mets là, peut-être ça tue la cellule qui te fait du mal, mais ça tue aussi d'autres cellules à côté. C'est pas parfait. Comment faire de telle sorte que ça vient comme un laser, ça tue le truc, ça ne détruit pas les autres trucs et ça sort. Donc il faut des études, ça. Big Data aussi fait partie de ça. Je n'ai pas encore parlé même d'aviation, comment faire un avion de telle sorte que quand l'air vient dessus, hein, voilà, il y a moins d'accidents, mais c'est beaucoup aéronautique et all of those things, il y a des recherches dessus. Tout Ivoirien peut faire ça aujourd'hui. Again, access to Internet. Vous avez parlé d'accès à Internet et des avantages ou des bienfaits de l'Internet qui peuvent améliorer les conditions de vie en général des hommes. Mais comme un couteau à double tranchant, Internet aussi a ses aspects négatifs. En Côte d'Ivoire, le taux de cybercriminalité a baissé certes, mais il est de 19% quand même. Est-ce que aujourd'hui la sécurité sur Internet est fiable? Est-ce que la cybercriminalité en vulgarisant Internet ne va pas gagner en ampleur? Oui, ok. So, ça, c'est une super grande question qui se fait étudier pratiquement dans toute université sérieuse dans le monde aujourd'hui. Parce que, qu'on le veuille ou non, cybercriminalité est avec nous pour toujours. Right? C'est un peu comme la course contre la montre. Quoi. Il y a ma compagnie, par exemple, Intel, met des éléments de sécurité déjà imprégnés dans le microprocesseur. Right? Le logiciel qui doit l'exposer aux autres personnes n'est pratiquement pas parfait parce que ça a été fait par des humains qui ne sont pas parfaits. Right? Et puis le layer qui va encore dessus, qui va really faire des tels que ce soit exposé aux d'autres choses là, n'est pas parfait. Et les cybercrime criminals, basically, ce qu'ils font, ils exploitent ces petits trous là, ces fissures. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que la cybercriminalité n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire? Non. I mean, c'est beaucoup plus spécifique même au super first power nation than anything, right? C'est un problème de tout le monde. C'est pas relié à la Côte d'Ivoire. I mean, si tu prends par exemple banking, si toutes les banques sont honnêtes et ils ne seront jamais honnêtes, je prends banking comme un exemple comme ça. Ils vont te dire un jour qu'ils ont beaucoup d'attaques par jour. Notre compagnie a une petite filiale qu'on appelle McAfee, qui fait seulement, comment on appelle, qui s'occupe seulement de la sécurité des machines. Right? Il y a certains détails qui viennent de ça, comme quoi, combien de fois des intruders, on appelle intruders, les criminels, essaient de rentrer dans une banque ou bien faire des trucs et tout ça. C'est pas seulement un problème, c'est souvent même un problème d'État. Des États qui cherchent à, en cherchant à espionner notre pays, là, poussent some safine pour avoir accès et puis ils font du chantage. Donc, c'est pas seulement un truc de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de solution. Hein. Well, il y a des solutions, c'est un peu comme tu fais un même truc, tu fais un autre truc encore, ou bien tu anticipes. Par exemple, moi, mon micro au travail aujourd'hui, qui est un truc qui est accessible à tout le monde, la technologie dont je vais parler, si quelqu'un me la prend aujourd'hui, quelqu'un, comme on se promène et puis ils font à la maison, ils prennent ton truc, que j'ai accès à Internet, je peux mettre un code là, ça devient comme une brique. Il ne peut rien faire avec. La même chose avec mon portable de travail. Tu voles, ok, tu as un truc dans ta main, mais ça ne sert à rien. Je vais sur Internet, je pousse un code, ça devient un truc. Bon, c'est un peu des éléments qui font qu'on peut truc. Une autre partie des cybercriminels aussi fait partie de l'être humain même qui utilise la machine. La machine peut être performante, le logiciel pour faire le truc peut être dedans. Mais l'être humain même doit avoir un password qui est fiable. Tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 comme ton password. Comme ton mot de passe, c'est ça le mot de passe. Voilà. Tu peux mettre ce truc ou bien le nom de ta fille, tout le monde connaît ta fille comme mot de passe. Il faut mettre des trucs qui sont alphanumériques, qui est relativement solide. Surtout les trucs qui sont liés au travail, qui est le secret de ta compagnie. Tu le fais. C'est un peu comme quand tu ouvres ta porte qu'un voleur vient. C'est un peu la même chose dans un sens. Il y a un sens qui n'est pas de notre, en tant qu'utilisateur, qui n'est pas de notre faute. Parce que
le logiciel qui a été utilisé ou bien le hardware qui a été utilisé a des failles, right? Mais la grande partie, c'est le carelessness. Moi, j'étais dans l'avion la dernière fois, où le gars, il ouvre là, tu vois tout. You see what he's doing. Si tu fais attention aux keys, tu peux mémoriser. Parce que c'est comme une industrie. Tu peux mémoriser quel key il a tapé pour savoir comment il rentre dans son truc. Des trucs de ce genre. Donc, you gotta be careful about all of those. C'est tout un standard qui va really freiner ou diminuer. Donc, tout le monde doit faire attention chaque jour en utilisant Internet. Bien sûr. Par exemple, moi, je fais tout mon banking. Beaucoup de personnes font regarder combien d'argent est dans mon compte, des histoires là sur Internet. So, si tu es dans un lieu public, you gotta be careful de savoir faire attention. Voilà. Ou bien tu veux pas aller dans un truc public et puis taper ça et puis ton compte est ouvert devant tout le monde. Parce que c'est une industrie, des gens qui sont là à l'école, comme toi et moi et tout ça, qui étudient ces choses. Parce que c'est un big business. Voler quelqu'un qui a beaucoup d'argent is a big business. Tu vois? Voilà. Donc c'est un peu ça. Si on vous a bien compris, malgré le mauvais côté, on va dire, d'Internet, il y a quand même d'aspects positifs qui peuvent contribuer à changer la vie des Africains en général. That's right. Yeah. L'Africain est plus partout, tout le monde dans le monde. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes Ivoiriens qui veulent vous ressembler également, adressé à vous en général, à la population et au gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions d'Internet en Côte d'Ivoire? Voilà. Merci. Merci le frère Amoussou. I think, au niveau des représentants de l'État, c'est de faire des tests. Et je comprends, hein, le pays vient de guerre civile. Il y a beaucoup plus de problèmes. You know, je comprends ça. Mais il y a une révolution qui est en train de se passer. Une révolution depuis l'histoire du monde que tout le monde peut participer. Et la partie de l'État, à mon avis, à mon humble avis, c'est de faire de telle sorte que l'accès à Internet soit basic. Comme respirer l'air. Tout jeune qui veut really get to Internet, they gotta find a way to get it. So ça, c'est ça. Maintenant, à mes frères et sœurs qui font informatique, je leur ai dit que il y a beaucoup de tendances et on peut rester ici et puis apprendre beaucoup de choses, assumant qu'ils ont accès à Internet et tout ça. Pour les trucs qui sont liés aux logiciels qui dominent aujourd'hui, les développeurs et tout ça qui dominent, pour les applications, pour les smartphones, pour les tablettes, peut se faire partout. Ou bien même la création des jeux, qui est dominée par une compagnie qu'on appelle Unity, avoir accès à leur logiciel pour le faire, peut se faire partout. Un jeune Ivoirien, par exemple, a créé un logiciel pour sensibiliser sur Ebola. Voilà, c'est super bien, tu vois, super bien, parce que là, il résout un problème qui est spécifique à la santé. Il y a beaucoup de problèmes qui sont reliés aussi à la projection des rues, comment aider les mairies et tout ça. Comment, en aidant, il peut être rémunéré en résolvant ce problème-là. Donc, il résout ce problème et la mairie le compense en conséquence. Ou bien, comment aider nos maires qui font le commerce, le truc-là, de telle sorte qu'elles perdent moins de temps à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire regarder un problème, voir comment je peux utiliser ma connaissance en Internet pour really solve the whole thing, right? So ça c'est ça. Là, je voudrais dire le point qui est lié au open source. Allez sur Google, tapez open source computing ou bien open source. Il y a plein de choses qui vont sortir là. Le système opérationnel qui vient de ça est free. Payé. Les bases, créer une base de données, il y a des logiciels qui est free. Tu payes rien, right? Tu veux parler de cloud computing ou bien virtualization, il y a des logiciels qui existent là, free, tu payes rien. All of those. So, quelqu'un qui a la clé, c'est accès à Internet. Tu as accès à Internet, tu peux faire Google on those, tu peux aller sur beaucoup de ça pour lui apprendre ces choses-là. Un autre point aussi super important que je vais dire à mes frères, c'est qu'ils apprennent à parler anglais et à écrire anglais. That's right. That's inévitable. I mean, you gotta learn, les développements dans ces choses, généralement les compagnies anglaises et puis les universités anglaises sont beaucoup plus dans ces choses que beaucoup d'autres. Je ne dis pas que tout vient des pays anglophones, but ça vient, you gotta learn English, right? Si tu es business person, que tu es dans le banque, commerce et tout ça,
que tu vas en Chine pour faire truc, ou bien tu vas en Norvège au marché. They're gonna speak English to you. Tu vas parler, même Germany, même en France, people speak English to you as well. Mais les jeunes te parlent anglais. So nos jeunes, they have to learn that, right? Et il y a beaucoup de manières d'apprendre. Parce que moi, il faut que j'aille m'inscrire dans le cours et je n'ai pas l'argent. Sur Internet aujourd'hui. Sur Internet. Tu vas sur YouTube, tu peux apprendre beaucoup de choses en parlant anglais. Tu peux connecter sur CNN ou BBC to learn how things are going. Tu n'as pas payé l'argent pour faire. Maintenant, si c'est un truc académique, tu vas payer l'argent si tu as les moyens pour le faire. Donc, c'est manière moins chère, à coût réduit, que mes frères aussi peuvent faire aujourd'hui. Et je vais aussi, leur dire que c'est vrai que Silicon Valley a été mentionné, et j'ai des projets, comment je fais et tout ça. Il ne faut pas se désespérer, parce que le pays était dans des problèmes depuis almost 10 years et tout ça. La confiance revient. La confiance revient. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens, at least in Canada et United, je ne connais pas bien les gens en France, mais au Canada et United States, qui ont beaucoup l'intention de venir ici en Côte d'Ivoire. Qui ont beaucoup. Mais où on s'en va? Est-ce qu'il y a un site où je vais voir qui a les projets et tout ça? Bon, le gouvernement fait sa partie, mais le gouvernement n'a pas tout fait. Aucun gouvernement ne peut tout faire, y compris les États-Unis d'Amérique. Il faut des structures privées qui vont s'auto-créer. Les jeunes peuvent avoir leurs projets, s'auto-unir, voir ce qu'ils vont faire ensemble et tout, and then take it from there. Le dernier point que je vais dire, c'est que, quel que soit ce qui se passe, ou bien l'avant-dernier point, quel que soit ce qui se passe, il faudra toujours être optimistique. All the time. Il ne faut pas désespérer pour dire, comme je suis né dans ce petit village-là, c'est mon destin relié à que moi, je suis né à tout le peu. Je ne peux même pas dire aux États-Unis, nobody cares, nobody knows tout le peu. Everybody c'est Abidjan. Non, tu oublies, il y a, je suis né à Abidjan. Parce que c'est. Où tu es né ne doit pas être. Ça ne doit pas définir ton destin, un handicap pour ton destin. Thank you. Il faut être optimistique et puis il faut être travailleur. Meaning, si tu es intéressé à quelque chose, fais n'importe quelle recherche toi-même sur ces choses-là d'abord. Avant d'aller dire, et le tonton, et le gouvernement, et ma tante, et all of those things. You do your part first. Les gens maintenant qui peuvent t'aider vont voir et puis vont t'aider. Right? Ça, c'est l'avant-dernier. Le dernier, c'est que je vais leur demander de. You work hard, you gotta play hard. Travailler dur. Travailler dur et s'amuser dur aussi. Voilà. Tu travailles très dur. Chaque fois que tu travailles dur, il faut récompenser ça avec de l'amusement. Il faut t'amuser. Voilà. Mais pas dans l'autre sens. Pas amuser et puis travailler. Tu travailles d'abord hard. Tu te prives de week-end à Bassam, week-end à la plage, tout un temps. Le résultat vient là, tu célèbres. You have fun. Okay, so that's my message. Très bien, c'est le message de Fall Diabaté, spécialiste en génie informatique. Il occupe actuellement le poste de Global Strategic Relation Manager au sein de la prestigieuse entreprise américaine de fabrication de microprocesseurs Intel. Avec lui, nous avons abordé les questions liées à la technologie de l'information et de la communication, non seulement aux États-Unis, dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. On espère que vos conseils ont été bien entendus par les jeunes Ivoiriens, par les jeunes qui nous regardent à travers le monde et que beaucoup d'entre eux suivront votre exemple. So, see you next. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Absolument. À bientôt. Le plaisir était bien. Thank you.